Bonjour et bienvenue à notre deuxième leçon sur le cours d'intégration régionale. Aujourd'hui, nous allons voir notre deuxième leçon qui est consacrée au processus d'intégration régionale en Afrique. Dans notre deuxième leçon, nous allons voir, excusez-moi, nous allons voir deux points principaux. La première partie sera consacrée aux différents stades de l'intégration et la deuxième partie sera consacrée à l'historique des efforts déployés en Afrique en appui à l'intégration régionale. Est-ce que vous voyez mon Non, non. écran? Partagez l'écran. On D'accord. ne voit pas. Je vais tout de suite partager l'écran pour que tout le monde ait l'aperçu de ce qui se passe. Alors, dès que vous voyez l'écran, faites-moi signe. Ça va. On voit votre écran. Ah, ok, c'est bon. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, nous allons voir notre deuxième leçon sur le processus d'intégration régionale en Afrique. Et nous allons voir deux points principaux qui sont les différents stades de l'intégration ainsi que l'historique des efforts déployés en Afrique en appui à l'intégration régionale. Mais avant de commencer, j'aimerais juste vous demander si vous avez des idées sur notre sujet d'aujourd'hui. On peut commencer par M. Richard. Merci de m'accorder la parole. Par rapport à l'intégration régionale, je n'ai pas beaucoup d'informations, mais à ce que je sache, c'est que l'intégration régionale, c'est un processus qui est venu avec la mondialisation, où on voit que le monde est devenu de plus en plus petit avec des groupements de pays autour de certaines thématiques, que ce soit des thématiques sociales, des thématiques économiques, des thématiques politiques. Je vois que l'intégration, c'est une sorte de mise en commun des pays, des pays qui se regroupent autour des thématiques politiques, des thématiques économiques, voilà, pour pouvoir avancer ensemble. Et c'est ça mon idée par rapport à l'intégration régionale. Je vous remercie beaucoup, M. Richard. Monsieur Ramadan, est-ce que vous avez une idée? Oui. Alors, je vous donne la parole. Sur l'intégration régionale, non? Oui, sur le processus d'intégration régionale en Afrique. Oui, l'intégration régionale en Afrique, disons, c'est quelque chose qui était très important. Par le fait que actuellement, on dit que si tu veux vraiment aller très loin, il faut vraiment marcher en groupe. Sinon, si vous voulez vraiment aller vraiment rapidement, tu marches toi-même, tu vois. Mais même si tu marches rapidement, mais tu te fatigues très rapidement, quoi. Voilà, c'est pourquoi il faut vraiment marcher et aller en groupe pour voir vraiment aboutir ou bien aboutir des points qui sont vraiment très éloignés. Je trouve que c'est quelque chose qui est très important pour moi, qui est vraiment très important, qu'il faut vraiment encourager quoi, ici en Afrique. Merci. Je vous remercie à vous tous pour avoir partagé vos idées sur notre thématique d'aujourd'hui. Donc, en complément de ce que vous venez de dire, c'est que l'intégration régionale est un processus qui est très, très important en Afrique, étant donné que l'Afrique est caractérisée par des économies qui sont fragmentées. Donc, la mise en commun de leurs économies va aider l'Afrique à surmonter ces défis de développement. C'est pourquoi, comme vient de le dire M. Ramadan, quand tu marches seul, mais quand vous marchez en commun, donc c'est comme si il y a la combinaison des forces pour pouvoir arriver à quelque chose de bon. Alors, vous pouvez partager l'écran? Oui, je partage tout de suite l'écran. Oui. J'attendais que je termine l'explication pour que je partage l'écran. D'accord. Alors maintenant, vous voyez mon écran, donc on va faire vite parce que compte tenu du temps, comme vous pouvez le voir, c'est deux points principaux. Dans le premier point, c'est les différents stades. Alors, concernant les différents stades d'intégration régionale. Pardon, pouvez-vous mettre sur présentation PowerPoint? Voilà.
Alors, celle que vous Mais voyez, moi, on ne voit pas votre écran. vous ne voyez pas mon écran? Alors, je Non. fais un nouveau partage. Tu es en train de faire une vidéo, non? Oui, c'est la vidéo qui se trouve sur le PowerPoint. Donc, il fallait mettre D'accord. sur le mode diaporama, non pas sur jouer la vidéo. Parce que la vidéo aussi fait partie de, Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. parce que la vidéo Maintenant, c'est aussi bon. fait partie de OK. ce mode diaporama. Ah, d'accord, d'accord. Oui, c'était la vidéo de l'introduction à la leçon. Parce que j'ai utilisé le PowerPoint que j'avais préparé pour la vidéo. Alors, Ah oui, Ah, ok, d'accord. ok. Ça oui. marche. Alors, passons rapidement aux différents stades. On a 6 stades qui sont le groupement des commerces préférentiels. Alors, je vais être bref. Dans le premier stade, on définit une catégorie des biens et on enlève les droits de douane sur cette catégorie des biens très bien définis. Peut-être ça peut être 2, 5, jusqu'à 10 biens, mais ce sont des biens qui sont bien définis. Et dans le deuxième stade, maintenant, on fait l'élargissement dans plusieurs biens. Donc, on enlève les droits de douane et les mesures protectionnistes sur plusieurs biens. Donc, il y a libre circulation des biens et services. Mais chaque pays prenant garde le pouvoir de fixer les droits de douane pour les autres pays tiers. Et dans le troisième stade maintenant, excusez-moi, dans le troisième stade, il y a la libre circulation des biens et des services. Et maintenant, tous les pays, ils s'entendent sur un tarif extérieur commun vis-à-vis des pays qui ne font pas partie du groupe. Et dans le quatrième, maintenant, il y a le marché commun. Avec le marché commun, donc en plus de la libre circulation des biens et des services, il y a aussi la libre circulation des personnes et des capitaux. Par exemple, si nous prenons le cas de l'EAC, maintenant on est dans le stade du marché commun. Comme vous pouvez le remarquer, vous voyagez souvent en Tanzanie, au Kenya, donc vous voyagez sans problème, sans visa, sans quoi. Donc ça fait partie des effets du marché commun. Et le cinquième stade, c'est l'union économique. Avec l'union économique maintenant, on a l'harmonisation des politiques économiques nationales. Donc, avant que chaque pays prenne une décision, il y a toujours, par exemple, il y a la politique de croissance commune, il y a la politique de développement commune. Donc, il y a l'harmonisation des politiques économiques nationales. Et dans le sixième stade, qui est le stade le plus élevé, maintenant, il y a l'intégration économique et monétaire avec l'adoption d'une monnaie unique. Mais au-delà de ce sixième stade, avec le sixième stade maintenant, il y a ce qu'on appelle l'État fédéral, où toutes les questions, que ce soit des questions politiques, économiques, de défense, de sécurité, sont gérées par une autorité supranationale. Donc, ça va être une autorité régionale. Ce n'est pas les États qui décident de la politique économique et même de la défense. Il y a donc une autorité supranationale qui décide de toutes les politiques de la région. Alors, je crois que ça, c'est le résumé. En résumé, donc, dans le résumé, on prend juste les 5 principaux. La zone de libre-échange, en bref, renvoie à la question du commerce international parce qu'il y a ouverture au commerce international. Le deuxième stade, l'union douanière, maintenant, il y a la question du protectionnisme parce que maintenant, les États, ils auront tendance à protéger certains de leurs produits ou bien de leurs entreprises contre la concurrence étrangère. C'est pourquoi il y a la question du protectionnisme. Et dans le marché commun maintenant, il y a la mondialisation parce que maintenant, il y a la libre circulation des gens, des biens, des personnes et des services. C'est comme si c'est la mondialisation en général. Et dans le cinquième stade, avec l'union économique et monétaire, avec l'adoption d'une monnaie unique, ça renvoie à la question des effets économiques d'une monnaie et des pouvoirs publics parce qu'avec la monnaie unique, on sera à plusieurs effets. Et parmi ces effets, il y a aussi la perte de l'instrument de contrôle de politique monétaire par les gouvernements. Parce que maintenant, ils n'auront pas le droit d'utiliser la politique monétaire pour contrôler l'économie nationale. Et dans le dernier stade, ça renvoie à la question des effets économiques des pouvoirs publics. Alors, je crois que pour le premier point, ça suffit les points qu'on vient de présenter. Maintenant, on va faire vite pour voir
qui se passait en Afrique. Alors, en Afrique, le processus d'intégration régionale, ça date de longtemps. Ce n'est pas une question qui a commencé hier ou avant-hier. Ça date de longtemps pendant les ères de la colonisation. Dans les ères des indépendances, alors il a commencé par la création de la communauté, de la Commission économique pour l'Afrique, qui est un organe qui a été créé par le Conseil économique et social de l'ONU en 1958. Et après, ça a suivi la création de l'Organisation de l'Unité africaine, et en parallèle avec la création de la Banque africaine pour le développement, le BAD. Tous ces organes avaient comme objectif de pouvoir développer l'Afrique, de pouvoir prendre une politique commune pour le développement de l'Afrique. Parce qu'ils constataient que l'Afrique il y avait des économies qui sont fragmentées, donc il devait y avoir une politique commune pour pouvoir développer l'Afrique. Et le plus important, c'était le traité d'Abuja de 1991, qui stipule la création d'une communauté économique, d'une communauté panafricaine. Donc, c'est le traité d'Abidjan qui stipule ça. Alors, si on fait vite, ce traité, il est très important en Afrique. Et le processus d'intégration devait s'étendre sur une période de 34 ans, à de 1994 à 2028. Mais comme vous le constatez, nous sommes toujours en retard vu les stades du processus d'intégration en Afrique. Maintenant, on est en 2020, donc il devait y avoir les politiques. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc, il devait y avoir les politiques. Alors, comme vous constatez, nous sommes en 2000. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui. Alors, on est en 2020. Donc, à ce stade, on devrait être au 5e étape, qui est la politique sectorielle commune et l'harmonisation des politiques monétaires, financières et budgétaires. Mais compte tenu des problèmes qu'a connus l'Afrique, on n'est pas toujours à ce stade. Parce que, comme vous le constatez, dans les communautés régionales en Afrique, il n'y a pas toujours des monnaies communes. Il y a des processus, il y a même eu des projets, des communautés économiques régionales qui ont déposé des projets de l'adoption d'une monnaie unique, mais jusqu'à maintenant, ces projets n'ont pas encore été réalisés. Donc, on est en retard avec ce qui a été convenu dans le traité d'Abidjan, et cela est dû à plusieurs problèmes, notamment les guerres civiles, les guerres politiques et les violences, tout ça, qui ne cessent pas de basculer l'Afrique. Ça fait partie de l'une des causes qui freinent la mise en œuvre de ce traité d'Abidjan. Et on va terminer notre deuxième leçon avec les communautés économiques régionales. Comme vous le savez, il y a 8 communautés et sont les suivantes. Vous pouvez regarder même le PowerPoint, je vous l'ai envoyé dans la plateforme, vous pouvez voir et la visualiser comme vous le voulez. Et comme je viens de le signaler, il y a des tentatives de dépôt des projets d'adoption d'une monnaie unique. C'est le cas notamment de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui travaille sérieusement à l'instauration d'une monnaie unique, monnaie commune. Il y a aussi les communautés économiques régionales, par exemple le SADC, et le COMESA et l'EAC, qui envisagent aussi de créer des monnaies communes. Alors, on va terminer notre leçon par cette belle image de l'Afrique que moi j'aime tant. Vous voyez, l'Afrique, c'est une belle... Je crois que c'est en dehors de Dieu. Mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs communautés économiques régionales, et ce multipluralisme à plusieurs communautés économiques régionales, il a en effet, moi je dirais qui n'est pas très positif, parce que maintenant, il y a le problème de l'évaluation de l'évaluation de l'appartenance d'un pays à chaque communauté régionale. Par exemple, vous prenez le cas du Burundi, par exemple, qui est notre pays. Il appartient à la fois à l'East African Community, il appartient au COMESA, il appartient au ECAS. Donc, parfois, il y a des problèmes d'évaluation des effets d'appartenance
à chaque communauté économique régionale. Et c'est ça le problème qui encombre l'Afrique pour le moment. Je crois que c'est la fin de notre leçon. Je vous remercie de l'avoir suivi. Laure, je vous remets la parole pour des commentaires et tout ça. Merci. Merci, madame, pour votre présentation. Moi, je trouve que c'est une présentation très riche. Vous avez passé en revue l'historique de cette intégration. Mais moi, j'ai une petite question, peut-être c'est banal, mais à quand est-ce qu'on va terminer, on va dire qu'on a terminé l'intégration régionale? Quand est-ce qu'on va dire qu'on va terminer l'intégration régionale? C'est une question que moi aussi je ne peux pas répondre parce que comme je viens de vous le dire, l'intégration régionale en Afrique, elle serait à plusieurs obstacles, même parfois imprévisibles. Donc, on fait des plans, on met des stratégies pour surmonter les obstacles, mais dire à quand on va arriver à la fin, je ne peux pas dire que c'est, par exemple, en 2030, en 2025, en 2040, mais le plus important, c'est de voir où est-ce que ça va mal et de corriger pour arriver à l'échéance la plus proche. C'est ce que je pourrais dire. Okay. Je vous remercie. Merci. Monsieur Ramada, toi, tu dois dire quelque chose toi aussi. Hein? Il faut poser la question, monsieur Il faut Ramada. poser la question. Je suis là, je vous ai écouté tout au long de votre présentation. C'était vraiment bon. Bon, en tout cas, je ne suis pas vraiment économiste, mais j'ai compris que vraiment, il faut vraiment une intégration régionale pour qu'on ait une économie, disons, stable et, disons, une économie puissante, quoi. Oui, c'est ce que j'ai pu retenir. Mais tout au long, en faisant les démarches pour l'intégration, bon, il y a toujours des problèmes qu'il faut toujours résoudre avec le parcours de ce processus. Bon, c'est ça ce que je peux attendre. Merci en tout cas, merci beaucoup pour la présentation. Merci. Ok, je vous remercie vous tous d'avoir été patients et d'assister à la présentation d'IDEBI à la fin. Je vous invite à revoir ou à passer par la plateforme où il y a trop de ressources sur les questions d'intégration régionale, d'être toujours au courant de ce qui se passe, de voir régulièrement la table des matières et tout ça. Et on se revoit demain à notre deuxième leçon où on va voir maintenant les piliers et les avantages de l'intégration régionale. Donc, je vous invite à faire des recherches avant la leçon de demain, de vous renseigner sur les piliers de l'intégration régionale en Afrique et quels pourraient être les avantages, que ce soit au niveau de l'économie, au niveau de la santé, au niveau du bien-être social, donc dans tous les niveaux. Donc, je vous invite à faire de la recherche comme ça. On se rencontre encore demain à notre troisième leçon. Donc, je vous remercie d'avoir participé et à la prochaine. Merci. Merci. Merci.